Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live sur la nutrition et le sport. Et j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui va énormément vous apporter par rapport à la nutrition et le sport, Coach Ahmed. Donc tout de suite, je vais l'inviter. Voilà, j'attends qu'il rentre. Bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc j'attends qu'il me rejoigne. Voilà. Ahmed, bonsoir. Bonsoir champion. Alors voilà. Monte un petit peu. Voilà, Voilà. magnifique, magnifique. Bonsoir, bienvenue. Merci pour ton temps. Je sais que tu es très, très occupé, très sollicité, donc merci d'être parmi nous. Alors, juste avant qu'on fasse les présentations, c'est important de se poser la question, et qu'est-ce qui fait que je fais un live sur la nutrition? Qu'est-ce qui fait que je fais un live sur le sport? Alors que moi, d'habitude, je travaille principalement tout ce qui est mental. C'est parce que j'ai compris que le mental ne peut fonctionner que si le physique est derrière, c'est-à-dire nutrition et sport. Et quand on doit transformer une personne, il faut d'abord commencer par l'énergie physique, parce que l'énergie physique, c'est ce qui permet à la personne d'avoir la capacité et le focus sur le plan mental pour faire face aux défis et aux challenges qui se présentent. Donc, pour cela, j'ai invité Coach Ahmed. Je vais le laisser se présenter. Il a tellement de diplômes, tellement d'expérience, tellement d'expertise, je ne sais pas par où commencer. Donc, je vais te demander, s'il te plaît, de prendre 1 ou 2 petites minutes et de te présenter. Merci, Ahmed. Merci à toi, professeur. Tout d'abord, je suis tellement content d'être parmi vous et merci pour l'invitation. Alors, moi, j'ai commencé très jeune les arts martiaux, très, très jeune. Et j'ai été à un niveau assez avancé en compétition et tout. Puis, à 17 ans, j'ai commencé la musculation jusqu'à aujourd'hui. Je suis entre les deux. Donc, qui dit sport, bien entendu, dit qu'il faut une alimentation adéquate en parallèle pour pouvoir obtenir des résultats. Alors, j'ai reçu pas mal de certifications ici au Maroc lorsque j'étais au Maroc et j'en ai obtenu d'autres les 19 années que j'ai passées au Canada. Pour finir, je suis coach certifié en alimentation sportive et en musculation, un diplôme reconnu à l'international pour faire court. Super, merci. Le titre de notre live aujourd'hui, c'est perdre du poids. Pourquoi c'est si important de perdre du poids? Et quand on parle de perdre du poids, de quel poids on parle? Effectivement, perdre du poids en tant que terme n'est pas vraiment ce que tout le monde dit, comme on avait dit d'ailleurs là, c'est perdre du gras. Car perdre du poids en lui seul, c'est pas bien parce qu'on pourrait perdre du muscle avec ce poids, chose qu'il ne faut pas faire. Le muscle est très important, il faut le préserver, mais il faut chercher qu'à perdre du gras. Mais pour aller avec un petit peu la façon avec tout le monde parle, perdre du poids, c'est très important parce que ça permet à la personne d'éviter pas mal de problèmes. Donc, ça fait baisser les avantages un petit peu de perdre du poids, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, moins de problèmes cardiovasculaires. Ça combat le cancer. Par exemple, une étude qui a été faite et qui a été lancée pendant le meeting annuel de la Clinical Oncology Society of Australia, ils avaient dit qu'une personne pouvait baisser les marqueurs du cancer du sein, une femme, de 30% si elle baisse son poids de corps de 5%. Donc, c'est beaucoup d'avantages. C'est pour les hormones, contre le stress, ça permet à la personne de s'éloigner du diabète, c'est bon pour le système articulaire, lombalgie et tout le reste. Le stress, dépression, anxiété, et ça améliore le processus de vieillissement. Autrement dit, la personne pourrait vieillir en bonne santé et en meilleure forme que si elle était en surpoids. C'est la même chose avec le sport, ça a toujours les mêmes avantages. Sauf qu'avec le sport, on peut pas obtenir ces résultats si on n'a pas une alimentation saine en parallèle. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, quand on parle de perdre du poids et perdre principalement le gras, on est en train de renforcer notre métabolisme, on fonctionne mieux. Et là, il y a toute une batterie de choses qui vont arriver par rapport à notre santé, par rapport aux différents composants de notre santé. Donc, est-ce qu'on peut dire que perdre du poids, c'est pas principalement l'esthétique, l'objectif? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire, oh, moi j'aime bien comment je suis, je me sens bien. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer cette idée chez les gens qu'on n'est pas d'abord en train de parler d'esthétique, on est surtout en train de parler de santé et de bien-être quand il y a perte de poids qui y est associée?
c'est sûr que j'ai des clientes qui me disaient que à mon âge maintenant, mariée avec des enfants, l'esthétique, c'est pas vraiment très important. Mais une fois qu'elles avancent dans le programme, elles commencent à remarquer complètement autre chose, des avantages physiques. Elles se sentent en meilleure forme, meilleure santé, moins de problèmes d'estomac. Elles dorment beaucoup mieux, plus d'énergie durant le jour. Le moins cette envie de manger du sucre après 17 heures. Et la cerise sur le gâteau, bien entendu, c'est que même l'esthétique, c'est bien. Alors, souvent, des clientes sortent leur jean de 5 ans lorsqu'ils 10 ans pour le remettre, chose qu'elles ne rêvaient pas faire. Donc, même esthétiquement, c'est une bonne chose, mais c'est pas juste une question d'esthétique, bien entendu. Pour que les gens comprennent quelque chose, quand on parle de ces avantages, c'est pas juste une question de poids qui baisse sur la balance et donc on va se sentir mieux. C'est pas les kilos. C'est qu'on ne peut perdre ces kilos de gras que lorsqu'on arrange notre système hormonal. Parce que chaque personne qui a du surpoids a forcément un déséquilibre hormonal qui se fait à l'intérieur de son métabolisme. Donc, une bonne alimentation adéquate rééquilibre ces hormones et ça permet à la personne que le corps est capable de faire baisser le taux de gras qu'il a. C'est comme ça la vraie perte de poids. C'est une question d'hormones. C'est pas juste les kilos sur la balance ou le gras qu'on peut voir sur la personne. D'accord. La question est, tu y as touché un petit peu. Il y a des gens qui te disent c'est trop tard. J'ai 50 ans, j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai pas le temps. Pourquoi il n'y a plus rien que je peux faire pour me prendre en main? Question très importante. Et surtout ici, un petit peu au Maroc, cette mentalité est assez généralisée. Ah, j'ai maintenant 45 ans, 50 ans, je suis marié, j'ai des enfants. On dirait que pour eux, la vie est finie. Chose que à 40 ans, on est encore jeune. À 50 ans, on est encore jeune. Et je leur prouve ça à chaque fois qu'ils font un programme ou quoi que ce soit ou qu'ils suivent, qu'ils tapent dans le processus de rajeunissement. Alors, ça dépend c'est pas tard. J'ai des clients et des clientes de 65 ans. Le plus âgé que j'ai eu, c'est de 73 ans. Donc, une femme de 73 ans. Je vais prendre cet exemple pour ne pas descendre. C'est-à-dire, si ça marche bien pour 73 ans, 70 ans, c'est-à-dire que 45, 55, c'est beaucoup plus facile pour eux. Alors, j'ai eu des clientes de 72, 70, 68 qui étaient pratiquement immobiles. Donc, à la fin, elles finissent par aller au gym 4 fois, 5 fois pour faire le tapis, pour faire leur cours de groupe. C'est même moi qui commence à leur dire d'aller un petit peu mollo et de ne pas aller 5 fois, 3, 4 fois, c'est bien. Donc, elles se sentent mieux. Elles me disent, j'ai ma forme de lorsque j'avais eu mon premier enfant. Je me sens bien dans ma peau. Je peux mettre les vêtements que j'aime. J'ai moins de douleurs articulaires. J'ai été chez le médecin, il m'a fait des analyses sanguines. Tout est excellent. Donc, bien sûr qu'à 45 ans, il faut savoir qu'à partir de 40 ans, chaque année qui avance, la personne perd 1 kilo de masse musculaire par année. Et les muscles, c'est ce qui laisse la personne en forme et jeune. Donc, une personne qui est âgée a moins de muscles qu'une personne jeune. Donc, il faut préserver ce muscle parce que génétiquement, il commence à partir à cause de la baisse des hormones anaboliques qui se fait à partir de 40 ans. C'est plus la même chose. Ajoutons à cela une mauvaise alimentation. Elle aussi fait baisser les bonnes hormones et augmente les hormones cataboliques, les hormones du stress, qui sont pas bonnes pour nous. Ajoutons le stress de la vie qui lui aussi, avec le stress, fait augmenter encore ses hormones plus. Donc la personne se retrouve un petit peu entourée de pas mal de choses qui l'empêchent de bien vivre sa vie et de se sentir en forme. Donc c'est au contraire, il y a, comme vous avez dit un jour, c'est jamais tard de planter un arbre, je crois, comme vous l'avez dit, un proverbe chinois. C'est le proverbe chinois. Donc oui, donc il faut commencer à 40. Et de toute façon, les gens, ce qu'on appelle un processus de rajeunissement. Quand vous allez voir un médecin, la personne peut avoir 55 ans, pas en forme, et le médecin lui dit, monsieur, votre âge biologique est de 65 ans. Donc le gars a 10 ans de plus que son âge, parce qu'il n'est pas souple, ses taux sanguins sont élevés, pas de souplesse, pas de muscles, il se sent mal. Alors lorsqu'on fait une bonne alimentation avec du sport, quand je dis du sport, c'est pas la préparation des Jeux Olympiques, ne serait-ce qu'un petit bouger un petit peu, donc ça peut commencer avec de la marche rapide et tout. Là, on tape dans le processus de rajeunissement et l'âge biologique commence à rajeunir. Donc, une personne de 40 ans peut avoir le corps et l'énergie d'une personne de 30 ans et ainsi de suite. C'est jamais tard de commencer. Explique ce que tu veux dire par taper dans le processus de rajeunissement. Comment moi, si je mange mieux, je fais du sport, je tape dans ce processus? C'est toujours les hormones. Lorsqu'on est jeune à 20
25 ans, on peut manger, on peut se permettre de manger. La majorité de ceux qui nous écoutent, ils savent. 20 ans, 25 ans, on peut manger pas mal de choses. On prend pas du poids forcément. D'accord? Alors pourquoi? Alors, à partir de 40 ans, lorsque une femme a son premier enfant, deuxième enfant, alors j'ai ajouté des kilos. Le premier enfant que j'ai pu enlever, au deuxième enfant, j'ai ajouté des kilos que j'ai pas pu enlever. Ça, c'est parce que quand on prend de l'âge, comme j'ai dit, nos hormones baissent. Les hormones anaboliques qui font la construction musculaire, qui sont bons pour renforcer la solidité des os, beaucoup de choses baissent. Et non seulement ça baisse, mais les hormones cataboliques, qui eux font le contraire, destruction musculaire, rendent les os beaucoup plus faibles. Cela, il augmente. Donc nous, avec une bonne alimentation et du sport, on change cet équilibre. On augmente à nouveau les hormones. Le sport, par exemple, ou manger sain, fait augmenter la testostérone, fait augmenter l'hormone de croissance. Chose qu'on ne peut pas avoir lorsqu'on est full stressé et qu'on a des hormones débalancées. Donc, lorsqu'on mange bien et on s'entraîne, on prend soin de nous, ces hormones augmentent, les hormones cataboliques baissent, et c'est comme ça qu'on commence à construire du muscle, à perdre du gras, à sentir mieux, à pouvoir faire du sport. Et quand on va voir un médecin, par exemple, il remarque que la personne est en forme et elle est plus jeune que son âge. Donc, on est en train de dire que quelqu'un qui se prend en main sérieusement en termes de nutrition et de sport, il va commencer à réduire son âge biologique, c'est-à-dire l'âge réel qu'il a, plutôt que l'âge administratif qu'il a, et qu'à n'importe quel moment, à n'importe quel âge, on peut démarrer ce processus et gagner des années de rajeunissement par rapport à notre âge biologique. C'est bien ça? Exactement, car ça a été prouvé scientifiquement que bien manger, prendre soin de soi en mangeant des choses de qualité et faire du sport, prolonger la durée de vie de la personne. Alors non seulement la personne pourrait, si elle doit vivre par exemple, on va dire 70 ans, elle peut vivre jusqu'à 78, mais non seulement vivre à 78, mais le plus tôt qu'elle commence, à 40 ans, 50 ans, 60 ans, le plus qu'elle va vivre, même ces 20 dernières années en santé. Donc le sport et l'alimentation augmente la durée de vie d'une personne à peu près de 8 ans, d'après les recherches scientifiques. D'accord. Moi, je me souviens, j'avais fait une formation en nutrition sportive et le Canadien qui m'avait formé, le grand spécialiste John Berardi, il disait « The limiting factor is always nutrition ». C'est-à-dire que le facteur limitant, c'est toujours la nutrition. Il y a des gens qui te disent « Tu sais, fais le sport et tu peux manger tout ce que tu veux ». Qu'est-ce que tu réponds à cette phrase? Ah, ça, c'est très, très commun. Et c'est vrai et c'est faux. Alors, je m'explique. D'abord, pour perdre du gras ou pour être en forme, c'est 80% nutrition et 20% sport. Ceux qui disent mange ce que tu veux et fais du sport, je leur donne juste un exemple. Quand on court sur un elliptique pendant une demi-heure, on peut brûler 150 à 200 calories. On peut manger un muffin au chocolat qui, lui, à lui seul, peut avoir 800 calories. Donc, combien, ça c'est juste un muffin dans le jour. Alors, je dis pas si la personne prend un autre burger, des frites, un coke, des chocolats, etc. Combien cette personne veut courir dans une journée pour pouvoir brûler toutes ces calories. Voilà pourquoi on dit que le sport ne va jamais dépasser ou courir plus vite que la fourchette. Alors voilà, on peut pas vraiment brûler tout ce qu'on mange si on fait pas attention à ce qu'on mange. Bien cet exemple. Je veux répéter cette phrase que tu as dit. Le sport ne peut pas aller plus vite que la fourchette. Ouais. Et je me souviens une phrase que tu m'avais dit les abdos, on les fait à la cuisine. Oui, les abdos, ça s'entraîne dans une cuisine et non pas au gym. Voilà. Dans les années 80, quand on était jeune, on entendait souvent « Ah, cette personne a du surpoids, le pauvre petit, ah, il devrait faire du sport. » C'est pas vraiment ça. Le sport n'a rien à voir. Le sport aide pour beaucoup de choses. Mais c'est pas une question de sport, c'est une question de ce que la personne mange. J'ai eu des clientes, surtout femmes, qui viennent me voir parce que les femmes, elles réagissent assez beaucoup plus au stress et la rétention d'eau que les hommes. Elles me disent, je fais du sport 5-6 fois par semaine, à raison de 2 heures par jour. Je peux perdre 2-3 kilos, mais je les reprends facilement. Donc, elle fait déjà son possible. 1h30, 2 heures par jour, 5-6 fois par semaine, elle n'arrive pas à perdre. C'est parce que tout simplement, elle brûle des calories pendant l'entraînement et elle va les récupérer en mangeant. Donc, c'est comme si on n'avait rien fait dans le fond. Ça revient au même. Alors qu'il faut brûler beaucoup plus que ce qu'on consomme. Donc, on a brûlé tant de calories, on consomme peu pour être toujours en déficit. De cette façon, on force le corps à l'épuiser, sa source d'énergie, dans le gras qu'il a stocké.
Mais si à chaque fois on a faim ou on s'entraîne, on mange, ben le corps va travailler avec ce qu'on lui donne en mangeant. Il n'aura même pas besoin d'aller chercher dans le gras. Et ceux qui disent je peux m'entraîner beaucoup plus dans une journée pour brûler, ben le corps à un moment donné, lorsqu'on s'entraîne plus que ce qu'il faut, il fait du overtraining, du surentraînement. Et là, c'est le stress qui prend le dessus. C'est des hormones cataboliques qui sont sécrétées, qui font contrairement le contraire. Le mauvais oestrogène qui augmente, de la rétention d'eau, du gras qui se met sur le ventre, alors que la personne s'entraîne. C'est parce qu'elle en fait beaucoup. J'ai des clientes qui viennent me voir, et j'en ai beaucoup qui ont de l'hypothyroïdie. Et j'ai des clientes qui sont très susceptibles au stress. Cela, je leur donne pas plus que 15 minutes, 20 minutes de sport par jour. Parce que plus que ça, elles prennent du poids, elles peuvent prendre beaucoup de rétention. Donc, je commence avec petit à petit, jusqu'à ce que le taux de stress baisse et les hormones s'accordent un petit peu. Puis après, je peux augmenter, c'est-à-dire que son corps est prêt à faire face à un peu plus de stress sportif. D'accord. Donc, ce qui est important, c'est qu'on rappelle aux gens qu'il y a l'hormone du stress quand le corps est stressé, c'est-à-dire quand le corps sent une menace. La menace, ça peut être quelque chose qui va nous faire mal, mais la menace, ça peut être aussi un effort intense qui est très prolongé, au-delà d'une heure. Oui. Qu'est-ce qui se passe au-delà d'une heure, c'est ça? Vas-y, je vous en prie. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Le corps va sécréter le cortisol avec L à la fin, à ne pas confondre avec la cortisone qui termine avec N. Et cet excès de cortisol va faire que, alors que nous, on est en train de construire, le cortisol va détruire. Et donc, c'est pour ça que les gens doivent comprendre que cet excès de sport, 2 heures, 2 heures et demie suivi, n'est pas une bonne chose. Je sais que toi, tu recommandes 50 minutes, c'est ça? Je recommande maximum de 45 à 50, 60 minutes pour les personnes qui sont en forme. Oui. Pour une personne qui commence et que ses hormones sont débalancées, si par exemple, toi, tu vas agir d'une façon négative à plus de 60 minutes, pour d'autres personnes, c'est lorsqu'elles font par exemple plus de 30 minutes ou plus de 25 minutes. Donc voilà pourquoi il faut aller avec le cas de chaque personne. Certaines personnes ne doivent pas faire plus que 15, 20 minutes par jour, un jour oui, un jour non, pour ne pas stresser. Parce que quand on est stressé, les gens, ils vont le savoir assez rapidement, c'est quoi un petit peu le stress et pourquoi. Je vais leur donner un exemple assez rapide. La majorité de ceux qui nous écoutent disent, ils vont le savoir, ils disent que à partir de 17 heures, par exemple, elles ont beaucoup envie de manger du sucre. Elles n'ont pas envie de manger du sucre lorsqu'elles se réveillent le matin au petit déjeuner. Parce que quand on dort, on est dans repos. On a le corps qui est reposé. On a des hormones anaboliques qui ont été sécrétées pendant la nuit. L'hormone de croissance, des hormones anaboliques en masse. Quand on se lève le matin, ça va. Pas envie de manger du sucre, on mange normal. Mais vers 17h, 18h, c'est là où elle commence à avoir envie de manger du sucre ou des viennoiseries ou quoi que ce soit, ou du pain ou du fromage ou du gras. Et ça, c'est parce que la journée finit et qu'elles sont fatiguées et stressées de la journée. Quand on stresse, on a le corps qui sécrète, comme tu l'as bien mentionné, la cortisol, comme il peut aussi sécréter l'adrénaline. Tout ça, c'est ainsi que d'autres hormones qui nous poussent. Ils ont la particularité de nous pousser à avoir envie de manger que ce qu'il ne faut pas. Du sucre, du pain, du fromage, etc. Et voilà pourquoi la majorité mange ça pendant le dîner. Donc, quand on arrange notre corps, il commence à être plus fort. Et bien entendu, il faut manger adéquatement durant le jour aussi. Plus fort on a plus ces envies j'ai des clientes qui me disent quand je fais maintenant les crêpes pour mes enfants au Nutella, je suis capable d'en faire plein et j'en mange aucune. Alors qu'avant, je ne pouvais pas en faire sans en manger. Donc le stress est l'ennemi numéro 1. D'abord pour beaucoup de maladies, ça peut élever le diabète, c'est mauvais pour le cœur, et aussi ça empêche le gras de baisser à cause du jeu influence sur la glycémie. Voilà. Donc en fin de compte, l'idée préconçue des gens, je veux perdre du poids, je vais me mettre sur le tapis, je vais faire beaucoup de sport, je vais brûler, je vais perdre, je vais avoir un super corps. C'est quelque chose de très dangereux parce qu'il faut s'assurer que c'est en harmonie avec nos hormones, faire les choses progressivement, parce que sinon, on est en train de faire plus de mal que de bien. Et là, l'élément que je retiens de ce que je te dis, c'est vrai qu'on a dit que 80% de l'accompagnement de la personne et la réussite pour que la personne ait un état physique en bonne forme, c'est la nutrition. Mais là, on rajoute un autre élément, c'est que dans tout ce qu'on mange, le plus important, dans tout ce qu'on fait, dans tout le sport, c'est l'impact hormonal de comment on fait les choses.
Et que si on ne fait pas attention à cet impact hormonal, si on croit que le corps est des maths, c'est-à-dire je vais brûler beaucoup et donc je vais éliminer beaucoup, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Effectivement, c'est pour ça qu'au début j'ai dit c'est vrai et c'est faux. Parce que supposons que quelqu'un veut perdre 15 kilos de gras. Alors il perd ses 15 kilos. À un moment donné, il est dans un état normal, c'est-à-dire médiane. Celui-là peut se permettre de manger certaines choses une fois, deux fois, trois fois par semaine, ça dépend d'une personne à une autre, parce qu'il fait du sport. Donc, disons qu'il consomme, il brûle. Il consomme, il brûle. Et il faut pas en consommer en masse, comme j'ai dit. Alors, celui-là, il reste dans un state qui est la médiane. Il est déjà arrivé. Mais quelqu'un qui veut baisser, il peut pas se permettre ce genre de choses. Manger et s'entraîner, manger en s'entraîner, parce qu'il brûle, il prend. Supposons même qu'il va manger 100 calories et brûler 100 calories, ben les kilos vont rester pareils sur son corps. Donc, ceux qui arrivent à destination, ceux qui arrivent à perdre, oui, c'est vrai qu'on peut se permettre certaines choses parce que le sport agit comme une gomme qui efface un petit peu les erreurs alimentaires qu'on pourrait faire. Voilà. Pour avoir travaillé avec toi, tu m'as coaché et je suis très content des résultats, je t'en remercie. Tu es quelqu'un qui est dans la discipline, la rigueur. Et tu insistes, les gens qui te disent de temps en temps fais-toi plaisir, de temps en temps mange, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, moi, je suis connu pour ceux qui me connaissent là que les 8 premières semaines, je ne donne pratiquement pas de cheat meal. Je ne donne pas d'alcool pour ceux qui boivent ou quoi que ce soit, parce que, comme j'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est pas la baisse de poids. Alors maintenant, est-ce que je peux faire baisser le poids à une personne tout en lui donnant des cheat meals, des trucs sucrés et le laisser boire 1 ou 2 verres d'alcool par semaine? Oui, je pourrais le faire. Sauf qu'à la fin, il va perdre du poids. Et une fois qu'il arrête le programme, il va commencer à reprendre le poids. Pourquoi? Parce qu'il va toujours avoir ses envies internes qui le poussent à manger ce qu'il ne faut pas. Pour que j'aille enlever cette résistance à l'insuline, équilibrer les hormones, je suis obligé par passer par le feu, comme on dit. Je ne donne rien pour baisser le taux de sucre au maximum pour que la cellule commence à accepter l'insuline lorsqu'elle est sécrétée. Alors, une fois, voilà pourquoi la mère me disait que maintenant je fais des crêpes et j'ai même pas envie de le manger parce qu'elle a été désintoxiquée du sucre. On a enlevé cette envie. C'était pas elle qui choisissait quand est-ce qu'il faut qu'elle mange du sucre, mais c'est son corps qui lui dictait quand est-ce qu'il faut qu'elle mange du sucre. Donc, pour que je puisse baisser ces hormones, les arranger, je ne donne pas de cheat au début, je ne donne pas d'alcool, alors que le poids va baisser pareil, mais comme j'ai dit, le poids baisse, mais il faut que le corps de l'intérieur soit solide. Et voilà pourquoi aussi, quand elles finissent le programme, elles mangent certaines choses, elles se permettent certaines choses, et le poids n'augmente pas. Parce que on a un corps de 10, 15 ans, 20 ans plus jeune que notre âge. Mais il faut pas bien entendu trop exagérer en mangeant après, parce que à un moment donné, le corps, si on lui donne trop de calories, il va prendre du gras. D'accord. On a parlé du diabète. On voit que le diabète fait ravage, malheureusement. Tu le vois, toi, tu le vois, les gens qui souffrent de plus en plus, ces excès de sucre. Tu vois les conséquences du laisser-aller de trop de sucre? Oui, énormément. Le sucre est l'ennemi numéro 1. Si je dois pointer du doigt quelque chose, ça va être le sucre. Comme ça a été le livre écrit c'est le sucre, c'est le poison du XXe siècle. Imaginez que j'ai des clients le premier jour du programme, premier jour, où ils mangent pas de sucre, juste une journée. Pourtant, je leur donne des fruits. Alors, elles ont des vertiges, des maux de tête, tremblements, et c'est les symptômes du sevrage du sucre. Donc, ça te laisse imaginer un petit peu la gravité de la chose. C'est incroyable. Et il faut que les gens savent que le diabète ne se déclenche pas. Ça peut rester dans le corps pendant 10 ans. Et à un moment donné, il se déclenche. Parce que quand on va voir le médecin, les médecins, ils vont faire des analyses, voir si la personne est malade ou pas malade. Mais lorsque, par exemple, une personne a son taux de glycémie un tout petit peu en dessous de la maximale, ça, c'est du prédiabète. Donc, à un moment, juste, ça va s'affirmer et ça va dépasser et ça va être difficile de revenir en arrière. Donc, nous sommes entourés de sucre de partout, les sucres qu'on sait et les sucres cachés qu'on ne sait pas. Je vois que c'est le problème principal. Très très rare où j'ai des clients qui ont des problèmes de salé ou de gras. La majorité c'est le sucre. Et lorsqu'on donne beaucoup de sucre à notre corps, on a beaucoup d'insuline qui est sécrétée. Beaucoup d'insuline, quand elle est sécrétée à forte dose, on a la cellule qui fait une résistance. Alors on mange du sucre, l'insuline est sécrétée, elle va rentrer dans la cellule ne l'accepte pas.
Alors, c'est pour ça que la personne devient diabétique type 2. Il faut qu'elle mange du glucagon, du glucor, le médicament. C'est une clé qui permet à la cellule d'accepter l'insuline. Et il faut le prendre pratiquement à vie si la personne ne fait pas ce qu'il faut faire pour justement diminuer cette forte sécrétion de l'insuline. Donc, c'est un petit peu technique, je m'excuse là, mais juste pour dire que une forte insuline qui circule dans le sang se transforme à un moment donné en gras. Le corps, quand elle circule puis les cellules ne la prennent pas, le corps la prend et la stocke en gras. Non seulement ça, mais cette cellule qui n'a pas reçu son insuline demande toujours de l'insuline. Donc la personne a toujours ses envies de manger du sucre et que ça n'arrête pas. Donc ça veut dire que on va manger, on va mal manger, on va créer un excès et le corps, comme il ne sait pas où stocker ça, il va créer des cellules de graisse dans lesquelles il va stocker ses surplus. Moi, je voudrais donner un chiffre pour montrer à quel point aujourd'hui on mange du sucre. Le Marocain, en moyenne, consomme 750 grammes de farine par jour. Je dis bien 750 grammes de farine par jour. C'est que du sucre. En plus, il faut rajouter les sucres raffinés qu'on mange, il faut rajouter les sucres dans les limonades, et vous pouvez imaginer votre corps, ce qu'il doit surmonter. Et alors, maintenant, on va rentrer dans des conseils pratiques pour les gens qui travaillent, pour les gens qui sont dans leurs activités professionnelles. Quels sont déjà quelques conseils que tu peux partager avec ces gens-là pour qu'au quotidien, à l'extérieur de la maison, ils peuvent prendre de bonnes habitudes alimentaires? D'abord, il faut pas mener le corps à être dans une position de faim. Alors, il y en a qui qui sautent le petit déjeuner. C'est une erreur. Il y a plein de monde qui vont vous dire c'est bien de sauter le petit déjeuner, c'est déjà intermittent et tout ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Je pourrais facilement, vite fait l'expliquer parce que c'est une idée qui est très très répandue. On peut sauter le petit déjeuner. Comme j'ai dit, on dort pendant 8 heures le soir. On se lève le matin. Dès qu'on ouvre les yeux, le rythme cardiaque s'élève. Rien que les organes, ils ont besoin de 600 à 700 calories pour fonctionner. Les gens pensent que la protéine, c'est juste pour le muscle, alors que le corps utilise la protéine pour les cerveaux, pour les yeux, pour les os, pour les muscles, pour les cellules. Très important, ainsi que les acides aminés. Donc, dès qu'on se lève et on ouvre les yeux, il n'y a rien de tout ça parce qu'on est à jeun pendant 8 heures qu'on dort, on n'a rien mangé. Alors, qu'est-ce que le corps va faire? Si on le laisse très longtemps sans manger le petit déjeuner, il va stresser. Alors d'abord, avant de stresser, les gens vont dire ouais, mais il va le prendre dans le gras. Ok, quand il aura besoin d'hydrates de carbone ou de sucre, il va le prendre dans le gras. Mais quand il a besoin d'acides aminés, de protéines, où est-ce qu'il va le prendre? Il n'y en a pas dans le gras. Il va le prendre dans le muscle. Et c'est ce qu'on appelle du cannibalisme. C'est comme ça que la personne perd du muscle. Donc ça c'est de 1. De 2, quand on prend pas de petit déjeuner, on arrive au déjeuner en ayant faim. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas aller faire les courses en ayant faim parce qu'on va choisir que les choses qu'il ne faut pas manger. Quand on a faim, quand on va dans un supermarché, on achète des chocolats, des chips, etc. Alors, lorsque la personne n'a pas mangé depuis le matin, quand elle arrive au déjeuner, surtout si elle est à l'extérieur, ça va être du pain, ou un tagine, ou ça va être un sandwich, frites, etc. avec un coke. Alors que si on prend le petit déjeuner, le conseil d'abord, c'est de prendre son petit déjeuner dès le matin. Et de prendre une collation entre le petit déjeuner et le déjeuner. Parce que chaque 3 heures, si on donne quelque chose au corps et on ne donne pas quelque chose au corps, il commence à stresser. Il faut absolument s'éloigner de state of stress qui va pousser la personne à prendre. Je vais arrêter sur ce point, comme ça j'explique ce que tu as dit. Si j'ai bien compris, le fait de s'alimenter toutes les 3 heures permet au corps de ne pas être dans cette situation de stress, et n'étant pas dans cette situation de stress, nos hormones vont garder leur équilibre. C'est bien ça? Pourquoi? Parce que quand on est stressé, on a parlé de ces hormones cataboliques qui sont sécrétées. Quand on prend une collation, par exemple un fruit ou une poignée de noix entre le petit déjeuner et le déjeuner, on a une quantité adéquate d'insuline qui est sécrétée. L'insuline est une hormone anabolique. Elle est bien lorsqu'elle est bien utilisée. Et la particularité de l'insuline, c'est qu'elle est une hormone prédominante. Alors, elle prend le dessus sur les autres hormones. Lorsque le cortisol est dans notre sang et elle commence à faire ces effets négatifs qu'on veut pas, l'insuline, une fois qu'elle rentre, elle la multiplie par 0 et la personne se sent à nouveau dans un state anabolique et non pas catabolique. Le fait de prendre un peu d'insuline qui monte dans le corps, on arrive au déjeuner avec moins de faim parce qu'on vient de prendre
quelque chose. Et quand on a moins faim, on peut se permettre, on n'a pas cette poussée c'est quelque chose qui nous pousse à manger ce qu'il ne faut pas. Donc l'autre conseil aussi, c'est de manger, même si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez choisir quelque chose de bien. Donc j'ai des clients qui sont tout le temps, par exemple en voyage ou à l'extérieur, ils mangent que le dîner chez eux. On peut rentrer dans un restaurant, prendre une salade avec une viande grillée, par exemple, avec une petite quantité d'hydrates de carbone. Mais encore une fois, ça dépend du cas de chaque personne. Alors, et l'après-midi, la même chose. Il faut prendre une collation pour la même chose que ce qu'on a parlé du matin, pour ne pas arriver au dîner avec une très grande faim. Donc ça empêche la personne d'arriver avec une grande faim. Et le dîner, les gens, c'est là où ils mangent le plus, c'est là où ils me disent rencontre avec le père, avec la famille ou avec les enfants, et c'est là où on est tous autour de la table, et c'est là où ils mangent plus. Généralement, ils n'ont pas très le temps de manger à midi, c'est juste quelque chose de vite fait, mais généralement c'est pas sain pareil. Et le soir, c'est là où ils mangent plus. Et le soir, le dîner est le repas qui doit être le plus léger de la journée. D'accord. Eux, ils font le contraire. Il faut manger bien au déjeuner, manger peu au dîner. Eux, ils mangent beaucoup au dîner et peu au déjeuner. Donc, si on résume ça par rapport au conseil que tu as donné, l'importance de prendre le petit-déj, de ne jamais le zapper, l'importance d'avoir des protéines le matin quand on mange le petit-déj, le fait de ne jamais rester plus que 3 heures sans avoir un repas ou une petite collation, que ce soit la collation vers 10h, 10h30 quand on a pris son petit-déj à 7h ou vers 4h quand on a pris son déjeuner vers 1h. Quand tu parles de collation, ça peut être un fruit, ça peut être peut-être 20-30 grammes de fruits secs, amandes, noix de cajou et autres. Et donc, si j'ai bien compris, le fait d'être dans cet état où toutes les 3 heures on mange, mais soit un repas équilibré, soit une collation, ça permet d'entretenir nos hormones et de réduire l'état de stress de notre corps. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors les oléagineux, les noix sont bien. Les fruits secs, pas. Je sais ici qu'ils appellent les fruits secs tout ce qui est noix, noisettes, etc. Mais les fruits secs, c'est plus les fruits comme les abricots séchés, etc. Ouais. Les raisins secs. Ça, un peu à éviter parce que leur indice glycémique est très élevé. Lorsqu'on choisit le fruit du matin ou de l'après-midi, il est préférable aussi de choisir un fruit avec un indice glycémique qui est pas très élevé, justement pour éviter une grande sécrétion d'insuline. Donne-nous des exemples de fruits pour les collations qui sont bien. Des fruits pour les collations, pommes. Bon, la pomme est un petit peu élevée, mais elle a des propriétés pour la digestion et brûler le gras. Poire, pêche, les myrtilles, les framboises, les fraises. Ça c'est bien. Non, les bananes, non. On a le premier de la liste, c'est les dattes qu'il faut éviter parce que les dattes sont très riches en calories et en sucre. Les dattes, les bananes, la mangue, l'ananas, ça c'est très sucré. Ça c'est à éviter. Ok, super. Alors, je donne par exemple un programme à une dame ou un monsieur qui vient, un client, et elles me disent, c'est Imad, moi je suis venu pour perdre du poids. Avec ça, je vais prendre du poids. Et elles me disent, moi déjà, je prends du poids alors que je mange même pas ce qui est écrit sur ce programme. Je leur dis juste commencez et ne vous inquiétez pas. Puis elles commencent à perdre du poids, alors qu'elles mangeaient 3 fois par jour et je leur donne à manger 3 repas principaux et 2 à 3 collations. Et elles perdent du poids pareil, et en gras. Donc ça vous montre l'importance un petit peu de manger, de ne pas laisser le corps tomber dans un état catabolique. Un autre exemple pendant le ramadan, quand on jeûne toute la journée, quand le ftour arrive, qu'est-ce qu'on a envie de manger? Que des sucres au début, n'est-ce pas? Ouais. Le ftour pendant le ramadan. On a envie de manger beaucoup de sucre et c'est pour ça qu'on voit sur la table tmar, sfouf, shibakia, al-bourir. Oui, on mange que du sucre parce que toute la journée notre corps est dans un état catabolique et on arrive avec juste l'envie de manger ce qu'il ne faut pas. Non, il faut pas se méprendre. Le jeûne est très important, le ramadan est très bon pour la santé, mais pas pour la perte de gras. Donc il faut que la personne se maîtrise et mange juste la bonne chose pendant le ftour et ça devrait y aller. Alors du moment qu'on commence à manger, 20 minutes après, on n'a plus envie de manger ces sucres ou quoi que ce soit. Mais ça montre à la personne que rester sans manger pendant longtemps la pousse à manger ce qu'il ne faut pas. D'accord. Donc, le conseil que j'aimerais que les gens prennent, c'est manger régulièrement, manger sainement, éviter de Chaque 3 heures. Toutes les 3 heures. 3 heures, toutes les 3 heures, oui. Pas plus, 3 heures, c'est bien, pas plus. Ça rejoint en fin de compte le même principe qui est pour l'eau, c'est-à-dire boire l'eau régulièrement, même quand on n'a pas soif. Là, on est en train de dire que toutes les 3 heures, il faut manger régulièrement, même si on n'a pas faim,
parce que ça permet de stabiliser nos hormones et ne pas attendre d'être dans cet état affamé, cet appel de sucre. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on est quelque part et on dit je veux un sandwich, je veux des frites, ce qui parle, c'est l'appel de sucre. Et cet appel de sucre est parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'insuline. Et le fait de faire, comme tu as dit, les repas avec des petites collations entre eux, on va éviter l'appel de sucre. Exactement. Alors pourquoi 3 heures et non pas pourquoi 1 heure et demie par exemple? Parce que quand on mange au déjeuner, l'insuline est sécrétée et ça lui prend 1 heure et demie pour baisser. Alors on peut manger chaque 2 heures, mais 2 heures c'est un petit peu court pour des personnes qui s'entraînent pas vraiment beaucoup. Mais 3 heures c'est bien parce que une fois basse, une fois l'insuline qui a baissé en 1 heure et demie, on peut rester avec un corps sans insuline qui circule. C'est comme ça qu'on enlève la résistance à l'insuline. Et après, pour éviter les hormones de stress qui augmentent, après 3 heures, on mange quelque chose. Sachez que même si vous mangez du blanc d'œuf, l'insuline est sécrétée. Mais sauf qu'il faut la sécréter avec un niveau assez bas et non pas beaucoup, d'où la nécessité et l'importance d'un indice glycémique bas chez les fruits, par exemple. Je vais commencer à lire les questions que je reçois. Parmi les questions, merci, je reçois énormément de questions. Merci pour votre partage et pour vos questions. Un petit déj, un bon petit déj, exemple. Un bon petit déj, il doit être fait de protéines, d'hydrates de carbone et de fat et de gras. Okay. Traduis ça, dis-moi ce que je dois manger, traduis ça. Alors, des œufs, par exemple, pas juste un jaune peut prendre, ça dépend d'une personne à une autre, un œuf, 2 œufs, 3 blancs d'œufs, un jaune, et non pas tous les jaunes. On prend juste un jaune, mais on peut prendre 2-3 blancs d'œufs avec ça, une cuillère d'huile d'olive, ça c'est le gras, ou un quart d'avocat par exemple, avec un morceau de pain complet. D'accord. Ça c'est les hydrates de carbone. Donc on a les sucres lents, on a les protéines et on a le gras. La personne pourrait commencer avec un fruit aussi au petit déjeuner, mais il faut commencer avec. Il faut jamais manger le fruit à la fin d'un repas. Chose qu'au Maroc, malheureusement, ils font beaucoup ça parce que le fruit, quand on le mange à la fin du repas, il reste au-dessus car le repas ne se digère pas rapidement et il se fermente à l'intérieur du ventre et il se transforme en alcool. Et là, c'est toute une autre histoire. Il faut toujours manger le fruit sur un ventre vide ou 3 heures après un repas. Donc, le matin, quand on se lève, c'est un ventre vide, on peut prendre un fruit au début. Après cela, une petite omelette avec une tranche de pain complet et un peu d'avocat ou un petit peu d'huile d'olive. Donc, on a parlé du petit-déj. On arrive au repas le plus problématique le soir. C'est quoi un bon repas le soir? Qu'est-ce qu'il faut éviter le soir? Un bon repas, les hydrates de carbone. Il faut éviter les hydrates de carbone, les féculents, les pâtes, le riz, le pain, les pommes de terre, tout ça. Et c'est ce que les gens malheureusement mangent le soir, c'est ça, la pizza et le gras aussi, fromage, gratin, etc. C'est ça qu'il faut éviter le soir. Le soir doit être fait principalement de protéines, un tout petit peu de légumes ou avec de la salade, très 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 léger le dîner. Parce que la personne va dormir genre 1 heure, 2 heures après. Et si elle mange des hydrates de carbone ou du gras, elle va avoir beaucoup d'insuline qui est sécrétée dans son corps et elle va dormir. Donc, on sait bien de manger ça le matin ou au déjeuner parce qu'on va faire du sport, on va emmener les enfants, on va faire des courses, on va bouger, on brûle. Mais manger une quantité pareille qui fait sécréter autant d'insuline et aller dormir, l'insuline, elle est là sans être utilisée et elle se transforme en gras. Ajoutons à cela, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'insuline est une hormone prédominante. Alors même quand on dort en sommeil profond et qu'on a l'hormone de croissance qui est sécrétée, elle ne sert à rien parce qu'on a une présence de l'insuline dans le sang et l'hormone de croissance ne peut rien faire lorsqu'on a de l'insuline. Voilà pourquoi pour les enfants qui prennent l'hormone de croissance, ils leur disent de prendre la shot d'hormone de croissance à jeun et attendre une demi-heure après pour manger. Donc, si j'ai bien compris, le soir, c'est des protéines, 100-150 grammes, viande, poulet, poisson, c'est ça? Grillé de préférence? Ça dépend d'une personne, le grammage, ça dépend d'une personne à une autre. On va donner un ordre de grandeur. Oui. D'accord. Donc, exactement. Alors, excuse-moi de t'interrompre. Comme ça, les gens y comprennent. Donc, le soir, on peut prendre l'équivalent de 100-150 grammes protéines, c'est-à-dire viande, poulet, poisson, de préférence beaucoup plus de poisson que la viande, une bonne salade, un léger assaisonnement, et c'est tout. Ou
ou un bol de légumes, par exemple, mais pas les pommes de terre et éviter les carottes le soir aussi parce qu'elles sont Donc, sucrées. Ça veut dire que autant le matin, on peut se permettre de prendre un petit peu de sucre, autant à midi, on peut se permettre de prendre un peu de sucre. Le soir, c'est principalement des protéines et des légumes, et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir bien digérer, bien dormir et surtout maintenir nos hormones. Une question que je reçois beaucoup, le jeûne intermittent. Est-ce que ça marche? Alors, le jeûne intermittent, bon, là, je ne veux pas faire des ennemis. Personnes qui vont pas, des ennemis, mais le jeûne intermittent, nous, les sportifs, on sait depuis très longtemps que ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'on perd beaucoup de muscles lorsqu'on fait le jeûne intermittent. Pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, de se lever, de ne pas manger le matin. Donc, c'est du muscle. J'ai beaucoup de clients qui viennent me voir qui ont fait le jeûne intermittent. Ils perdent 4 kilos, quelque chose, mais ils le reprennent après cela. Et généralement, ils ont la peau qui est flasque et une perte musculaire. On voit les clavicules, on voit les os dans leur visage, ils paraissent malades. Et puis, il y a des études scientifiques médicales qui ont été faites, qui ont prouvé que sur tant de personnes qui ont suivi un jeûne intermittent, d'autres personnes qui ont suivi, par exemple, un programme alimentaire avec low carb, avec des féculents moindres, ceux qui suivaient le jeûne intermittent perdaient en majorité du muscle et non pas de gras. Parce que, comme j'ai dit, quand on se lève, les gens ils disent ouais, le corps ne peut pas prendre que le gras. Le corps a besoin de protéines, il a besoin d'aminoacides et il se trouve pas dans le gras. Et quand on mange pas, il va le prendre dans le muscle. Et voilà pourquoi ceux qui font le jeûne intermittent perdent le muscle. Mais la question qui se pose, êtes-vous prêt à manger 2 fois par jour toute votre vie? Ouais. Supposons que ça marche même. Alors même si ça marche, chose que c'est pas vrai, la personne du moment qu'elle va commencer à prendre un petit goûter par là 3 fois par jour ou 4 fois aller en voyage, automatiquement c'est plus de calories qu'est-ce qu'elle mangeait avant. Donc le corps le poids va augmenter. Ajoutant à cela, ils disent le jeûne intermittent 2 repas par jour et vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Mais on sait très bien que le corps ne peut pas absorber toute la quantité qu'on mange. Déjà la personne a très faim, donc elle arrive à un moment donné, elle mange beaucoup parce qu'elle a faim. Et le corps ne peut pas prendre plus que 30-40 pour maximum grammes de protéines, par exemple. Le reste, déchets, il le stocke en gras. Donc, c'est pas bon pour les organes, c'est pas bon pour les muscles, pour les os, c'est pas beaucoup sens. Je vais rapidement, je vais te donner quelques questions, tu me réponds rapidement parce que je sais qu'on t'a beaucoup gardé et je te remercie. On voulait faire une demi-heure, on a fait 1 heure, donc je te remercie. Question rapide. Manger les œufs tous les jours? Il paraît que c'est mauvais. Les œufs, ça fait 30 ans que les œufs ont une mauvaise réputation pour rien. Les œufs, d'après les dernières recherches scientifiques médicales, sont très bons. Même l'histoire de cholestérol pour le cœur, les œufs n'ont rien à voir là-dedans. Alors, on peut manger pas mal d'œufs dans la journée. Alors maintenant, pour éviter un petit peu de surcharger le foie ou quoi que ce soit, par exemple, des sportifs peuvent manger jusqu'à 30 œufs par jour, mais pas le jaune. Alors, pour éviter un petit peu cela, on peut prendre, quand on veut prendre une omelette, 3 ou 4 blancs d'œufs avec un jaune. Le jaune, il a des acides aminés qui permettent au corps d'absorber la protéine qui est dans le blanc. Et quand on en prend, le blanc d'œuf ne fait aucun mal. Il n'a pas de gras, il n'a rien. Donc, scientifiquement, ils disent, les médecins, ils disent qu'on peut manger 4 à 5 œufs par jour entiers. Moi, je vous dis, c'est juste un jaune par jour ou un jaune ou de jaune et du blanc d'œuf. C'est une source d'excellentes protéines, le blanc d'œuf et l'œuf de façon générale. Une autre question, il y en a qui posent la whey, la protéine qu'on trouve en poudre. Est-ce que c'est bien et comment il faut la prendre? Pour ceux qui veulent perdre du poids, qui ont du surpoids, il faut pas toucher à la whey au début, parce qu'elle contient quand même des édulcorants. L'édulcorant agit comme il a un goût sucré, bien entendu, donc le cerveau le perçoit comme du sucre. Et on n'a pas ce craving sugar, on l'a pas. Donc on n'a pas cette envie et le corps ne brûle pas autant de gras qu'il pourrait faire sans cet effet trompeur des édulcorants. L'autre chose aussi, c'est que la whey protéine, même si on prend celle de très bonne qualité, pour ceux qui sont en surpoids, non, elle peut les empêcher. Comme j'ai dit, quand on prend trop de protéines, elle peut empêcher le corps de baisser. Alors c'est pour ça qu'il faut manger au début pour régulariser les hormones, pour décliner le corps et tout ça, de la nourriture solide.
réel. Alors après, j'ai des clients qui, lorsqu'une fois arrivés à destination, veulent se muscler ou veulent se tracer. Cela, je peux leur donner de la whey à prendre à certains moments, mais jamais je donne de whey à celles et à ceux qui veulent perdre du gras au départ. Donc ça peut être la whey, ça peut être des fois un moyen de remplacer de temps en temps les protéines quand on ne peut pas prendre des œufs ou autre, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre tant qu'on n'est pas dans un état où on a un surpoids excessif. C'est bien ça? Oui, pas lorsqu'on cherche à brûler du gras. D'accord. Un dernier conseil que tu voudrais donner aux gens, quelque chose qu'ils peuvent prendre avec eux, un conseil pratique? De faire très attention à ce qui nous entoure comme alimentation ces temps-ci. Nous vivons dans un monde où la nourriture qui nous entoure n'est pas bonne du tout. Et malheureusement, à force que les gens ne voient que ça, ils pensent que c'est normal, c'est la nourriture que nous avons. Il faut manger sain, il faut manger les produits naturels. Il faut éviter tout ce qui est transformé. Il faut savoir que dans une pizza, même s'il y a, on va dire, du pain complet, de la tomate, du fromage et les gens vont dire tout ça c'est naturel, c'est juste mélangé. Mais ils savent pas que dans la pâte il y a du sucre, dans la sauce tomate ils mettent du sucre à cause de l'acidité. La même chose pour les sushis, ils mettent du sucre dans le riz et ainsi de suite. Il y a beaucoup de sucre caché que nous goûtons pas, mais que notre corps qui est un laboratoire, lui, il sait qu'il y a du sucre qui est rentré et de l'insuline qui va être sécrétée. Quand on était petit, chez Bakia par exemple, on la voyait qu'une fois par année pendant le Ramadan. Oui. Maintenant, vous pouvez avoir Bakia à n'importe quel jour de l'année quand vous voulez. Quand on rentrait avant dans une pâtisserie, il y avait juste du pain, un millefeuille, forêt noire, quelque chose. Maintenant, on rentre, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, il y a beaucoup de choses qui poussent la personne à goûter de cela, goûter de cela, goûter de cela. Si elle n'a pas une discipline dans sa vie qui lui dit « je n'ai pas le droit à ça que tel moment dans la semaine, etc. » on est foutu, comme on dit. Parce qu'il y a très longtemps, les gens n'avaient pas ce problème parce que tout ce qui les entourait, à part que le fait c'était de la nourriture clean, biologique. Maintenant, non seulement c'est pas biologique, mais ça c'est un autre sujet. Mais en plus, tout ce qui nous entoure pratiquement, c'est que de la nourriture qui n'est pas très. Et la dernière question, quelque chose qui va peut-être casser les tabous et casser les tabous par rapport à des idées préconçues. Quand on dit le lait, c'est très bon pour la santé, ça apporte le calcium. Tu réponds quoi? Alors, vite fait, comme ça, le lait, certaines personnes, quand on dit le lait n'est pas bon pour la santé, ils sortent la sourate du Saint-Coran qui dit que le lait sort de la vache et qui est bon pour les gens et ils boivent. C'est vrai, mais là on parle de lait biologique. C'est pas le lait qu'on a. Non, ça c'est le lait qu'on a aujourd'hui. Ça vient d'une vache qui a été. C'est le lait transformé, mais surtout ça vient d'une vache qui a pris des hormones et des antibiotiques. Et tout ça, ces hormones se retrouvent dans le lait. Et quand on le boit, surtout pour les femmes, c'est très très dangereux. C'est pas bon pour leur sein, etc. Donc, et de toute façon, une fois dépassé 40 ans aussi, c'est pas bon pour les hommes, pour la prostate, le lait. Alors le lait, moi je le conseille pas vraiment du tout, ni pour les hommes, ni pour les femmes, à cause de ce que j'ai parlé, les hormones et tout ça. Si on peut tomber sur un bio écrémé de temps en temps, c'est bon, mais tant que c'est pas bio, à éviter. Okay. Et la question du calcium, ça c'est pas vrai, parce que lorsqu'on prend le lait quand on prend le lait dans notre corps, ça fait une sorte d'acidité. Le corps utilise beaucoup de calcium qu'il a à l'intérieur pour aller casser les molécules du lait et ça prend plus de calcium. Donc il y a d'autres sources qui ont beaucoup plus de calcium que le lait. Le lait maintenant ne fait même pas partie de ce qu'il faut manger en une journée. Selon l'OMS. Le Canada était le premier à être courageux avec le lobby des produits laitiers là, à l'enlever de la pyramide dans laquelle qu'est-ce qu'il faut manger dans une journée. C'est même pas important. Cependant, c'est bien de prendre de temps en temps un morceau de fromage ou un yaourt pour garder les enzymes responsables de la digestion du lactose et du lait dans l'estomac. Comme ça, la personne ne devient pas allergique si jamais un jour elle a envie de prendre un petit morceau de fromage. D'accord. Ben, écoute, il y a beaucoup de questions, mais je vais te laisser partir. Je te dis merci à vous tous, merci pour tes conseils et au plaisir de se revoir dans le live. Merci beaucoup, coach. You're the best. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bye bye.